À la une de ce journal, retour sur la célébration des enseignants promus au CAMES et les étudiants admis en mobilité de l'École supérieure africaine des TIC. À voir aussi l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire qui a tenu le samedi dernier à Abidjan une assemblée générale élective. Au terme de cette AG, le président sortant Yapo Hyacinthe a été reconduit. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous suivez l'actualité sur Business 24 Africa. Nous démarrons avec une note qui a marqué l'année 2023, en l'occurrence la célébration de l'excellence à l'ESATIC. Cette école supérieure africaine des TIC a marqué un moment important dans son parcours académique en organisant une cérémonie spéciale de présentation pour célébrer les enseignants promus au CAMES et les étudiants admis en mobilité. Cette cérémonie a eu lieu au plateau dans une atmosphère de fierté et de reconnaissance pour ses accomplissements exceptionnels, nous disent Diane Cablancan et Maru Seri. L'ESATIC, en tant qu'institution de renommée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en Afrique, a toujours accordé une grande importance à l'excellence académique et à l'internationalisation de l'éducation. La cérémonie de présentation a commencé par une allocution du directeur de l'ESATIC, qui a chaleureusement félicité les enseignants promus au CAMES pour leur réussite et leur contribution significative à la recherche et à l'enseignement. Il a souligné l'importance de leur engagement et de leur expertise dans la formation des futurs professionnels des TIC en Afrique. 11 enseignants-chercheurs ont été présentés cette année. 10 ont validé leur concours du CAMES. 1 maître de conférence, 9 maîtres assistants, portant à 30 sur 56 le nombre de promus au grade du CAMES. Aujourd'hui, 53% des enseignants de l'ESATIC ont validé le concours CAMES. Les étudiants admis en mobilité ont été invités à monter sur scène pour être présentés devant le public. Ces étudiants, sélectionnés sur la base de leur mérite académique et de leur détermination, ont eu l'opportunité de suivre une partie de leur programme d'études dans des établissements d'enseignement supérieur partenaires à l'étranger. Monsieur le ministre, notre expérience ne peut à elle seule caractériser l'excellence à l'ESATIC. Bien au contraire, les résultats que nous vous présentons ce jour résultent de la combinaison de plusieurs facteurs. Parrain de cette cérémonie de célébration, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a exprimé ses félicitations à ses enseignants et étudiants promis. Parce que le domaine des TIC manque de façon cruciale donc de spécialistes, notamment dans le domaine de la sécurité informatique par exemple. Donc nous saluons cette initiative et c'est pour nous une façon donc de les mettre en lumière, surtout en cette année qui a été promue par le chef de l'État comme année de la jeunesse. La cérémonie de présentation des enseignants promus au CAMES et des étudiants admis en mobilité à l'ESATIC a été un moment de célébration et de reconnaissance de l'excellence académique. Cette initiative de l'université démontre son engagement envers ses enseignants et étudiants en les encourageant à atteindre de nouveaux sommets dans leur carrière et leur éducation. L'ESATIC continue de jouer un rôle crucial dans la formation de futurs leaders dans le domaine des TIC en Afrique. L'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire a tenu le samedi dernier à Abidjan une assemblée générale élective. Après le bilan moral et financier, les membres de l'OIC ont procédé au renouvellement des organes dirigeants. Renouvellement qui a vu la reconduction du président sortant Yapo Hyacinthe pour un mandat de 3 ans. Koné Nanourgo dans un récit de Mondésir Nascimento. On ne change pas une équipe qui gagne 10 ans. Et surtout quand cette équipe gagnante est conduite par Yapo Hyacinthe, à la tête de l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire depuis 3 ans déjà. Il a été reconduit ce samedi pour un second mandat à la faveur de cette assemblée générale élective. Seul candidat à sa propre succession, il a été plébiscité par les membres. Dès notre création, dès la mise en place de l'association, on avait pour ambition affichée d'arriver à la prise d'un projet de loi pour consacrer l'ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire. L'ordre n'existe pas de façon juridique en termes de projet de loi. Donc, notre objectif pour ce mandat, c'est véritablement d'arriver à la prise de ce projet de loi par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les conditions sont les nôtres.
hein, sont les nôtres. Nous essayons, tant que possible, de les créer nous-mêmes également, hein, de faire en sorte que nous puissions exercer notre profession dans les conditions idéales. Mais justement, l'objectif de créer notre association, c'est de faire en sorte que l'exercice de cette profession, la profession d'ingénieur industriel, soit vraiment réglementé par les pouvoirs publics. En plus du renouvellement des différents organes dirigeants, cette Assemblée générale élective a également permis de faire le bilan moral et financier de l'ordre. Créé le 11 juin 2005, l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire regroupe les ingénieurs industriels diplômés. L'OIC a entre autres objectifs fédérer l'ensemble des ingénieurs industriels diplômés de Côte d'Ivoire, assurer la protection du public en contrôlant l'exercice de la profession, donner un avis consultatif sur toutes les questions relatives à la profession et favoriser la veille technologique de ses membres. Parlons sport à présent. Le succès du football africain à travers la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire est souhaité par tous les Ivoiriens de tous les bords politiques, religieux et de toutes les classes sociales. C'est le cas des fidèles chrétiens de l'église Pentecôte Charité Internationale de Zarazou dans le département de Abengourou qui ont prié pour le succès de cet événement jusqu'au soir du 11 février prochain. Le point avec Anissé Kouadio. La Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition qui se tient ici en terre ivoirienne, au-delà même des aires de jeu, des terrains, se retrouve désormais dans nos églises et autres lieux de prière. C'est le cas ici à Zarano, localité située dans le département d'Abengourou, où les fidèles chrétiens de l'église Pentecôte Charité Internationale, avec à leur tête leur fondateur, l'apôtre docteur Adjaï Manzan Daniel, ont tenu à prier, à invoquer la grâce de l'Éternel pour bénir les autorités ivoiriennes pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Le président de cette nation a ménagé Abidjan pour cette canne-là. Il déclare que la Côte d'Ivoire sera à la hauteur. Même si on ne prend pas la coupe, mais néanmoins, quelque chose va se passer. Je crois en Dieu. Toute l'Église a fait monter des prières comme des parfums de bonnes odeurs vers le ciel, qu'il soit au contrôle du bon déroulement de cette canne. Très fier et très content parce que la Côte d'Ivoire qui organise la canne, c'est une victoire pour nous. Que Dieu fasse grâce et que la canne soit une cérémonie, une fête pour tout la Côte d'Ivoire. Une canne chez nous, en Côte d'Ivoire ici, en tout cas c'est une grande joie même pour nous. Parce que nous voulons que Dieu aussi exauce nos prières, nous voulons tous être dans la joie. Pour les épouses de pasteurs et pour certains leaders, le dernier mot revient à l'Éternel. Que sa volonté soit faite, même si la Côte d'Ivoire ne doit pas remporter cette Coupe d'Afrique. On peut souhaiter que notre pays n'a qu'à avoir. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, bon, c'est en vain. Si nos souhaits est que la volonté de Dieu soit faite. Beaucoup d'hommes ont félicité vraiment la Côte d'Ivoire. C'était très bien organisé. Les passionnés de sport en général, de football en particulier, de l'église Pentecôte Charité Internationale, pour eux, cette canne de l'hospitalité doit être le reflet de l'intégration africaine, le centre d'une organisation parfaite qui va encore davantage honorer le peuple ivoirien aux yeux du monde entier, mais en particulier sur le continent africain. Le maire de la localité de Kouto, dans le nord de la Côte d'Ivoire, vient de mettre un terrain d'handball à la disposition de sa jeunesse, réalisé par l'entreprise Chimenter dans un temps record. C'était en présence du ministre en charge de la construction, président du conseil régional Bruno Nabagné-Koné. Le reportage est signé Ouattara Daouda. C'est une promesse de la campagne électorale par le maire de Kouto, un terrain d'handball au centre culturel, exécuté par l'entreprise Chimenter, Challenge Immobilier International, aménageur foncier agréé, promoteur immobilier agréé, sur sollicitation du conseil municipal de Kouto dirigé par Domia Koné. Ayant constaté l'existence du football, il a donc décidé d'offrir un terrain d'handball afin de développer d'autres vocations de sport. Cette action s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui a dédié l'année à la jeunesse. Après donc le village Cannes, c'est ce terrain que le maire offre à la jeunesse coutolaise pour leur divertissement. Vous voyez un peu ce terrain, il est de toute beauté. Vous voyez toutes les couleurs, ce qu'un terrain de handball revêt, c'est ce que ça revêt. Donc je ne peux que remercier et féliciter surtout Chimenter qui a réalisé ce terrain. Ce terrain, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les travaux n'ont duré qu'environ 4 mois, sinon moins.
Donc vraiment tout est à mettre à leur actif. Et comme je le disais tantôt, c'est le début d'une collaboration que nous avons faite. Les travaux réalisés par l'entreprise Chim Inter, qui est présente partout en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nous offrons nos services d'aménageurs fonciers et de promoteurs immobiliers à toute la région de la Bagoye. Et c'est dans ce cadre-là que les collectivités locales nous sollicitent pour ce genre de travaux, pour la construction, par exemple, aujourd'hui de ce bel ouvrage qui est le terrain d'handball. Alors nous sommes heureux d'avoir exécuté ce boulot en un temps record et nous sommes heureux que les premiers responsables de la commune de Kouto soient satisfaits. Avant, on partait dans les écoles pour nous entraîner, pour qu'on puisse bien jouer au handball. Et aujourd'hui, nous avons eu un nouveau terrain, vraiment qui nous met de la joie au cœur. Nous sommes contents et on dit merci, merci, merci. Avec un personnel qualifié et l'expertise requise, Chim Inter s'est donné pour mission de contribuer efficacement au développement de la Côte d'Ivoire. Et pour parler toujours solidarité, l'UNACOPEC en collaboration avec l'ONG Bouchon Relais Yako ont remis des dons médicaux, chirurgicaux et de produits pharmaceutiques à l'hôpital général de Dimbokro. Ce don d'une valeur de 246 millions de francs CFA va permettre d'améliorer la protection et les conditions de prise en charge médicale des malades, nous témoigne Charles Kouakou. Le centre hospitalier régional de Dimbokro, comme les hôpitaux de l'intérieur du pays, traversent les mêmes problèmes. Les besoins de CHR aujourd'hui, je peux le dire, sont énormes. Parce que dans un premier temps, nous bénéficions déjà d'une réhabilitation et de construction de plusieurs nouveaux services, dont la réanimation, le service de médecine de façon générale et d'autres entités, pour ne pas être trop long. Et si on veut voir à côté de cela, les besoins, c'est vraiment tout l'équipement d'un service de réanimation, d'une urgence de médecine qui est derrière vous, qui est encore en réhabilitation, et puis pas mal de médicaments pour accompagner pour une bonne prise en charge. Conscient des besoins importants de cet établissement sanitaire, l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire, l'UNACOPEC-CI, a offert du matériel et des équipements d'une valeur de plus de 246 millions de francs CFA. Il s'agit du matériel d'équipement médical pour améliorer la qualité de services de santé au bénéfice des populations de Dimbokro. Dans une stratégie justement de mise en œuvre de notre politique de responsabilité sociétale, nous avons choisi Dimbokro déjà pour la qualité des relations que nous entretenons avec les populations de Dimbokro vis-à-vis du conseil d'administration de la COPEC locale et aussi des efforts faits par monsieur le maire de la commune de Dimbokro dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge sanitaire des populations. Le don est composé de plusieurs équipements médico-chirurgicaux. Vous avez des lits, vous avez des déambulateurs, vous avez des fauteuils roulants, vous avez du matériel de petite chirurgie, toutes sortes d'équipements qui peuvent aider la population de Dimbokro. Vous avez également des médicaments de diabéto, vous avez des appareils aussi pour la diabétologie. Ce don a été possible grâce à l'appui de l'ONG Bouchon Relais Yako. Nous avons décidé quand même d'accompagner leur initiative en leur faisant ce don afin qu'ils puissent vraiment répondre aux besoins de notre population. Et c'est notre première collaboration et ça sera de manière continuelle. L'UNACOPEC-CI Côte d'Ivoire, Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit, sera après Dimbokro à l'intérieur du pays les semaines prochaines pour le même geste. Elle est un refuge isolé couvert de forêts, de montagnes qui constituent dans le paysage du golfe de Guinée une partie massive du mont Nemba, un site exceptionnel au plan écologique et surtout un conservatoire d'espèces rares, unique, une grande richesse en minerais de fer. Cependant, ce riche patrimoine forestier est aujourd'hui confronté à diverses pressions, d'où le séminaire financé par l'Union européenne à Danané, ville frontalière, pour évaluer les activités menées et plancher sur les mesures adéquates pour sa protection. Théodore Kanga. L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, les acteurs ivoiriens et ceux des pays limitrophes en charge de la protection, la préservation des monts Nemba étaient en séminaire d'évaluation des activités 2022-2023 à Danané. 5 jours durant, les agents de l'OIPR, le bailleur, l'UNOPS, les ONG et les populations riveraines
ont passé au peigne fin les éléments d'évaluation de l'efficacité de gestion de la réserve naturelle intégrale du mont Nemba. Nous sommes venus, avec l'appui de l'ensemble des parties prenantes, évaluer l'efficacité de gestion de cette aire protégée. Au terme donc de cet atelier, nous avons un index global, c'est-à-dire un score, une performance de 57% à peu près, ce qui est appréciable. Dans le détail, la planification est bonne. Il y a quelques préoccupations au niveau des intrants, c'est-à-dire les ressources matérielles, financières et humaines qui nécessitent un renforcement, puisque nous sommes à 38%. Et par contre, et ça c'est du très bon travail, les résultats globaux sont intéressants et donc les gestionnaires sont à féliciter. L'exercice nous a permis de renseigner, disons, à partir des activités réalisées, tous les acquis dans la base de données. Et donc aujourd'hui, on est en mesure de présenter de manière succincte les points forts, les points faibles de cette période-là, et également les recommandations qu'il y a lieu de faire pour les prochaines 2 ou 3 années. Le responsable du Bureau des Nations Unies pour le service d'appui au projet UNOPS, présent à ce séminaire, a indiqué que des projets en faveur des populations riveraines verront le jour sous peu. Une joie pour les populations riveraines et les ONG qui sensibilisent sur le bien fondé de la protection de cette réserve. Actuellement, on a un volet appui communautaire, appui aux communautés riveraines. Actuellement, il y a plus de 6 à 7 micro-projets qui sont déjà financés. Les moyens sont déjà disponibles, les communautés ont été identifiées, les montants des sous-projets ont été identifiés. Et comme je le disais, les moyens sont déjà là. Le représentant du préfet de Danané a félicité le partenaire financier UNOP pour ses projets en faveur de ses administrés. D'une superficie de 5092 hectares, le massif des monts Nemba est un site naturel dont la préservation permettra de lutter contre le réchauffement climatique. Rendons-nous à Ferkessédougou. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et PFO Energy, filiale du groupe PFO Africa, ont signé un partenariat historique avec la signature d'une convention de concession et d'un accord d'achat d'électricité sur 25 ans pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et le transfert d'une centrale solaire photovoltaïque de 52 MW. C'est le plus grand projet de construction de centrales solaires déployé en Côte d'Ivoire par un producteur indépendant d'énergie ivoirien. Les détails de la signature de ce partenariat avec Zénab Dosso. Le projet Ferkesola illustre le dynamisme des partenaires publics privés en Côte d'Ivoire pour répondre aux exigences du Plan national de développement durable visant à accroître les capacités de production d'électricité. L'illustration, c'est cette cérémonie de signature entre gouvernement de Côte d'Ivoire représenté par Mamadou Sangafoa Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et Clyde Fakori, administrateur général du groupe PFO Africa, et Amadou Bakayoko, directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité. La centrale solaire, située à Soroko à Ferkessédougou, dans la région du Tchologo, au nord du pays, s'inscrit dans la démarche ambitieuse d'indépendance énergétique du pays, tout en répondant aux objectifs nationaux. En termes de développement durable, l'objectif est d'atteindre 45% d'énergie renouvelable d'ici 2030. La centrale représente un investissement de 39,5 milliards de francs CFA, soit 60 000 €. Elle produira 90 gigawattheures d'énergie propre dès la première année de mise en service et permettra ainsi d'alimenter plus de 370 000 habitants en électricité. Je voudrais simplement, pour ce qui me concerne, dire combien je suis heureux de procéder à cette signature, qui, je le rappelle, est la deuxième du genre. Nous avons déjà signé avec un autre privé pour une centrale solaire de même capacité à Bondoukou il y a 1 an. C'était à Abu Dhabi, en présence du vice-président, avec Amea Power, c'est bien ça, la société. Donc, c'est vraiment, je
je vais dire, une bonne tendance. Les travaux débuteront au deuxième semestre 2024 pour une durée de 14 mois. Le projet aura de nombreuses retombées positives avec la création de plus de 600 emplois pendant la phase de construction et d'exécution, ainsi que le développement de projets communautaires et sociaux pour la ville de Soroko et pour la région du Tchologo. C'est une étape importante, comme je le disais, mais mon discours sera beaucoup plus long et encore plus ensoleillé, je l'espère, à la livraison de cet ouvrage, qui marquera une étape très, très forte dans quelques mois. Les délais seront respectés, Monsieur le Directeur Général, c'est notre engagement. PFO Énergie développe, finance et exploite des infrastructures durables pour accroître l'accès à l'électricité verte à tous en Afrique de l'Ouest. Son expertise se concentre sur des solutions de production d'énergie renouvelable avec pour objectif de faciliter l'accès aux énergies bas carbone grâce à des technologies adaptées. Et hors de nos frontières, le Burkina Faso a obtenu du Japon un don de 4,2 milliards de francs CFA pour financer l'équipement et l'entretien routier. L'accord a été signé récemment entre le ministre burkinabé en charge des affaires étrangères et de la coopération régionale, Karamoko Jean-Marie Traoré, et un représentant de l'agence japonaise de coopération internationale. Le financement viendra compléter les investissements de l'État injectés dans la construction et la réhabilitation des routes pour en améliorer la qualité. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé dimanche dernier leur retrait sans délai de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, une décision qui ne peut s'appliquer qu'au bout d'une année en vertu du traité de l'organisation sous-régionale. Réagissant à l'annonce de leur retrait, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a indiqué dans un communiqué diffusé sur son site internet qu'elle n'avait pas encore reçu une notification formelle du Mali, du Niger et du Burkina Faso concernant leur intention commune de se retirer de l'organisation. Ce ne serait pas la première fois que la CEDEAO reçoit une notification de retrait d'un de ses membres. En 2000, la Mauritanie avait décidé de quitter l'organisation, mais le contexte et les conditions étaient différents et le processus avait été respecté. Et voilà qui marque un fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.